Le hangar 4 était paré de ses plus beaux atours. Des drapeaux étaient suspendus à intervalles réguliers le long des poutres en acier. Une toile de fond arborant le trident des Navy SEALs se dressait derrière le podium. Des rangées de chaises pliantes s'étendaient vers l'arrière, occupées par des officiers en uniforme blanc, des familles en tenue du dimanche et une poignée de civils qui avaient mérité leur invitation grâce à leur proximité avec la grandeur. À l'avant, l'amiral Rhea Blackwood se déplaçait avec une énergie qui attirait tous les regards vers elle. Âgée de 42 ans, elle était élégante et imposante dans son uniforme bleu marine. Elle savait s'y prendre avec la foule avec une aisance acquise par l'expérience. Ses remarques étaient suffisamment incisives pour faire rire, mais aussi suffisamment chaleureuses pour sembler personnelles. Elle était au milieu d'une histoire sur la résilience lorsque son regard s'est posé sur une silhouette à l'arrière. Un homme vêtu d'une veste en toile usée, debout à côté d'une adolescente serrant un étui de violoncelle. Ria s'est interrompue, a souri avec une précision chirurgicale et a posé la question qui allait tout dévoiler. Quel était ton indicatif, héros? La salle a été parcourue d'un rire poli. L'homme a levé lentement les yeux. Sa voix était calme. Un fantôme de fer délibéré. Le silence est tombé comme un rideau. Plusieurs vétérans se redressèrent sur leur siège. L'expression de Ria se figea pendant un demi-souffle avant qu'elle ne se reprenne. L'air du petit matin à West Haven Harbor sentait le sel, le diesel et le travail honnête. Thorne Merrick se déplaçait dans le chantier naval avec l'efficacité d'un homme qui avait passé des années à optimiser chacun de ses gestes. Ses mains, marquées de cicatrices et de callosités, maniaient une clé dynamométrique avec une précision qui témoignait d'une mémoire musculaire plus ancienne que sa profession actuelle. Dans le coin du petit bureau attenant au hangar principal, un triangle plié représentant les étoiles et les rayures reposait sur une étagère haute à côté d'une boîte métallique cabossée qui n'avait pas été ouverte depuis des années. Lana apparut dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café, la sienne avec trop de sucre, la sienne noire. Ils n'avaient pas besoin de mots pour cette partie de la matinée. C'était leur rythme, construit au fil de ces années passées rien qu'à deux. Elle posa sa tasse sur l'établi et sortit une autorisation de son sac à dos, le papier déjà froissé après une semaine dans son classeur. L'orchestre du lycée West Haven avait été invité à se produire à la base navale dans le cadre d'une collecte de fonds pour le programme artistique. Le directeur Finch avait besoin de 10 000 avant juin, sinon le département de musique serait supprimé. La sortie scolaire nécessitait la signature d'un parent. Thorne parcourut le formulaire, ses yeux s'arrêtant sur les mots « naval » et s'y attardant un peu trop longtemps. Puis il prit un stylo et signa avec une détermination qui mit fin à ses hésitations. Ce soir-là, l'école organisa une réunion de parents dans la cafétéria. Le directeur Finch se tenait sous les lumières fluorescentes vacillantes et expliquait la situation avec l'honnêteté lasse d'un éducateur qui avait mené ce combat trop souvent. Le programme artistique était le premier sur la sellette, comme toujours. Adria Collins, la bibliothécaire de l'école qui aidait également l'orchestre, observait Thorne depuis l'autre bout de la pièce. Elle remarquait des choses que les autres ne voyaient pas. La façon dont il se tenait dos au mur. La façon dont ses yeux repéraient les sorties avant le samedi. La façon dont il se tenait avec une posture qui ne correspondait pas à sa combinaison de travail. En ville, les gens avaient commencé à poser des questions. Thorne n'y répondait jamais. Il réparait des bateaux, payait ses factures à temps, assistait à tous les concerts de Lana et gardait son passé exactement là où il devait être, enfoui. Ce soir-là, après que Lana se fut couchée, Thorne se tint à la fenêtre donnant sur le port. Au loin, les lumières des navires de guerre clignotaient sur l'eau sombre. Quelque chose changea dans son expression, un resserrement autour des yeux que Lana aurait reconnu si elle avait été éveillée. Au fil des ans, elle avait appris que son père évitait tout ce qui avait trait à l'armée, les défilés, les cérémonies, les événements liés au jour des anciens combattants. Il avait toujours une raison et elle avait cessé de lui demander pourquoi. Mais cette fois, c'était différent. C'était pour elle. Il se rendrait à la base, signerait les formulaires, se tiendrait à l'arrière et partirait. C'était simple. La décision lui semblait claire jusqu'à ce qu'il se souvienne que rien de ce qui concernait son ancienne vie n'avait jamais été simple. Le bus scolaire passa le poste de contrôle à 8 heures. Thorne s'était porté volontaire pour accompagner les élèves.
Une décision qui surprit le directeur Finch et réjouit Lana d'une manière qu'elle n'exprima pas à voix haute. Alors qu'ils approchaient de la porte, Thorne guida les autres parents à travers les procédures de sécurité avec une aisance qui fit légèrement hausser les sourcils d'Adria. Il connaissait le protocole sans avoir à poser de questions et suivit les étapes comme un homme qui avait déjà fait cela 1000 fois. Une fois à l'intérieur, il n'a pas eu besoin de vérifier les panneaux pour savoir quelle direction menait au hangar 4. Sa boussole interne s'est automatiquement ajustée et il a guidé le groupe avec une autorité tranquille qui semblait à la fois naturelle et étrangement déplacée pour un mécanicien naval d'une petite ville. Le commandant Sable, une officière élégante au regard observateur, observait depuis l'entrée l'approche du groupe de civils. Elle a immédiatement remarqué Thorne, non pas parce qu'il se démarquait, mais parce qu'il s'efforçait de ne pas le faire. La façon dont il cherchait les sorties, la façon dont il se positionnait pour avoir une vue dégagée, la façon dont il se déplaçait. Le hangar avait été transformé en espace d'exposition. Des photographies tapissaient les murs, la plupart soigneusement expurgées des détails opérationnels tout en conservant l'intensité du travail. Des panneaux d'affichage détaillaient l'histoire de la guerre spéciale navale, le processus de sélection, l'éthique du travail d'équipe et du sacrifice. Près de l'avant, une petite scène avait été installée pour l'orchestre. Lana et ses camarades de classe ont assemblé leurs instruments, ajusté leurs pupitres et accordé leurs cordes avec le chaos concentré d'adolescents, faisant quelque chose qui leur tenait vraiment à cœur. Le violoncelle semblait presque trop grand dans les mains de Lana, mais lorsqu'elle a fait glisser l'archet sur les cordes pendant l'échauffement, le son qui en est sorti était assuré et mature. L'amiral Rhea Blackwood est entrée par une porte latérale, flanquée de 2 assistants. À 42 ans, elle était impressionnante, non pas par sa beauté, mais par sa présence. Elle traversa la section VIP en serrant des mains. Son énergie remplissait l'espace comme une marée montante. Lorsque l'orchestre commença à jouer, la salle se tut pour écouter. Le solo de Lana émergea de l'adagio avec une clarté poignante qui fit oublier aux gens de respirer. Rhea écoutait avec l'intensité impassible de quelqu'un qui a appris à se protéger en public. Vint ensuite la séance de rencontre et d'accueil. Rhea s'approcha du groupe d'étudiants avec une chaleur acquise par l'expérience, posant des questions qui semblaient personnelles mais ne l'étaient pas. Lorsqu'elle arriva à Thorne, quelque chose dans son attitude changea. Peut-être était-ce sa façon de se tenir. Peut-être était-ce le fait qu'il ne cherchait pas à attirer son attention. « Vous avez servi, n'est-ce pas ?» Elle le dit d'un ton désinvolte et amical. Thorne répondit par un hochement de tête évasif. Il y a longtemps, Rhea sourit, et ce sourire avait désormais quelque chose de tranchant, quelque chose à la fois espiègle et acéré. « Laissez-moi deviner. Le service des véhicules. » Quelques personnes rirent. C'était censé être léger. Sable, qui se tenait à proximité, vit la mâchoire de Thorne se crisper un instant avant qu'il ne se contrôle. La main de Lana se posa sur le bord de l'étui de son violoncelle et s'y agrippa. Rhea se pencha légèrement, jouant avec la foule. Sa voix avait désormais ce ton d'autorité, mêlé de divertissement, que les gens comme elle utilisaient comme une arme. « Allez, ne soyez pas timide. Quel était votre indicatif, héros? » La question resta en suspens. Thorne croisa son regard, l'air neutre, et prononça 2 mots qui changèrent l'atmosphère de la pièce. « Iron Ghost ». Quelqu'un fit tomber un verre. Le bruit du verre se brisant sur le béton sembla incroyablement fort dans le silence soudain. L'un des officiers les plus âgés, un maître principal avec 30 ans de service, se redressa si vite que sa chaise racla le sol. Quelques personnes échangèrent des regards, ne sachant pas si elles avaient bien entendu. Le sourire de Rhea resta figé, mais quelque chose dans son regard changea, comme si elle recalculait. Le commandant Sable s'approcha, son intérêt désormais vif et professionnel. Elle s'adressa à Thorne avec un respect prudent. « Monsieur, avez-vous encore des pièces de mission? Des pièces de défi, des insignes. » Thorne fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une seule pièce. Elle était usée et lisse sur les bords, à force d'avoir été portée pendant des années. Il la plaça sans cérémonie dans la paume de Sable. Elle la retourna, examina les inscriptions et son visage se figea. La pièce correspondait à une description qu'elle avait vue dans des briefings classifiés, liés à une opération qui n'était pas censée exister dans les registres officiels. Rhea se ressaisit rapidement, sa voix prenant un ton diplomatique.
Merci pour votre service. Les mots étaient corrects, mais ils sonnèrent froidement. Plusieurs officiers subalternes à proximité se mirent presque inconsciemment à une position de respect. Une différence subtile que Ria remarqua et n'apprécia clairement pas. Le rapport de force dans la pièce avait changé d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée et qu'elle ne pouvait pas contrôler immédiatement. Lana regardait son père comme si elle le voyait pour la première fois. L'homme tranquille qui réparait les bateaux, lui préparait son petit déjeuner et lui apprenait à faire des nœuds venait de devenir quelqu'un d'autre. Ou peut-être avait-il toujours été cette personne et elle ne l'avait jamais su. De l'autre côté du hangar, les téléphones sortaient déjà. Non pas pour prendre des photos, ce qui était interdit, mais pour envoyer des SMS. En quelques minutes, le nom Iron Ghost circulait sur des canaux sécurisés, faisant remonter des fragments de rapports d'après-action, des résumés de missions et une série de documents qui avaient été largement censurés pour des raisons que personne n'avait jamais vraiment expliquées. Adria apparut aux côtés de Lana, posant doucement sa main sur l'épaule de la jeune fille. Respire, lui murmura-t-elle, comme avant une représentation. Inspire 4 fois, expire 4 fois. Anna acquiesça, les mains légèrement tremblantes. Thorne resta immobile, le visage impassible. Pendant que la salle se réorganisait autour de lui, Ria clôtura poliment l'événement, remerciant tout le monde pour leur participation et leur soutien, mais son regard revenait sans cesse vers Thorne avec une intensité qui ressemblait moins à de la curiosité qu'à du calcul. Alors que la foule commençait à se disperser, Sable tint à serrer la main de Thorne. « Nous devrions parler, dit-elle doucement. Pas ici, pas maintenant, mais bientôt. » Thorne acquiesça d'un signe de tête. Fin du 7e round. Lana se plaça à ses côtés et ils sortirent ensemble, père et fille, sous le regard d'une foule qui les voyait différemment d'une heure auparavant. Ce soir-là, de retour dans la petite maison attenante au chantier naval, Thorne tira une chaise au centre du salon et grimpa pour récupérer la boîte métallique sur l'étagère haute. Lana s'assit sur le canapé, son violoncelle posé contre son épaule, et attendit. Il posa la boîte sur la table basse entre eux et l'ouvrit pour la première fois depuis des années. À l'intérieur se trouvait le drapeau plié, une photographie dont les visages avaient été délibérément floutés, la pièce de monnaie de Damas et un jeu de plaques d'identité qu'il n'avait jamais pu se résoudre à jeter. Thorne parla lentement, choisissant ses mots avec le soin d'un homme qui les avait gardés secrets pendant plus d'une décennie. La mission consistait en un raid direct visant un individu de grande valeur dans un complexe situé à l'extérieur de Damas. Les renseignements suggéraient une sécurité minimale, une entrée et une sortie rapide. Mais lorsqu'ils arrivèrent, la situation était différente. La cible n'était pas là. À la place, ils trouvèrent 4 otages, dont 3 enfants, ligotés dans une pièce au sous-sol. Les règles d'engagement étaient claires. Abandonner, se retirer, laisser le commandement supérieur réévaluer la situation. Mais Thorne avait pris une décision différente. Ils avaient pris les otages. Le point d'exfiltration était censé être dégagé. Il ne l'était pas. Quelqu'un les attendait, et non pas des combattants ennemis tombés par hasard sur leur position. Une embuscade planifiée, coordonnée, disciplinée. Le genre de piège qui ne se produit que lorsque quelqu'un sait exactement où vous allez vous trouver et à quel moment précis. 3 hommes ont été abattus dans les 60 premières secondes. Riley a reçu des balles dans la poitrine. Donovan est mort en protégeant les enfants. Kramer s'est vidé de son sang avant qu'il puisse l'amener au point de ralliement. Thorne a porté 2 des enfants lui-même. Il a parcouru 11 longs kilomètres en territoire hostile avec pour seules armes un pistolet et la volonté de les maintenir en vie. Le rapport officiel racontait une autre histoire. Il reprochait à l'équipe d'avoir désobéi aux ordres. Il présentait l'embuscade comme le résultat prévisible d'un mauvais jugement tactique. Il passait sous silence le fait que quelqu'un dans la chaîne de commandement avait soit échoué de manière catastrophique, soit pire, divulgué leur position. Ria Blackwood était la coordinatrice de la mission cette nuit-là. Jeune, ambitieuse et récemment promue à un poste qui lui donnait accès aux détails opérationnels et le pouvoir de prendre des décisions en temps réel. Lorsque la poussière retomba et que les corps furent rapatriés, c'est elle qui rédigea le rapport. Assez audacieuse pour prendre des risques, assez perspicace pour couvrir les erreurs, assez impitoyable pour laisser 3 morts porter le chapeau afin que sa carrière puisse continuer son ascension. Adria avait partagé une partie de l'histoire plus tôt dans la journée. Après avoir pris Lana à part,
Son frère aîné avait été l'un des otages. Il parlait encore du fantôme qu'il avait porté à travers le désert. L'homme dont il avait à peine vu le visage, mais dont il n'avait jamais oublié la voix. Lana resta assise en silence pendant un long moment après que son père eut fini de parler. Puis elle posa son violoncelle, traversa la pièce et l'enlaça. L'étreinte était intense et silencieuse, le genre d'étreinte qui dit tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Lorsqu'elle se recula enfin, ses yeux étaient humides, mais sa voix était ferme. Que va-t-il se passer maintenant? Thorne regarda le drapeau, la pièce de monnaie, la photo floue. Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, tu passes avant tout. Lana acquiesça. Elle comprenait. Son père avait passé 16 ans à se construire une vie tranquille, car le silence était le seul moyen d'avancer. Mais le silence avait un prix. Et peut-être, juste peut-être, était-il temps de payer un prix différent. Les enquêteurs arrivèrent 3 jours plus tard. Le NCIS et le bureau de l'inspecteur général travaillaient en coordination. Ils rencontrèrent Thorne au chantier naval. Loin de la maison, loin de Lana, le commandant Sable servait de liaison. Sa présence était le signe qu'il ne s'agissait pas d'une embuscade. Thorne exposa ses conditions avant de dire un mot sur Damas. Son identité restait secrète. Sa fille restait en dehors de tout cela. Sa vie actuelle restait intacte. Ils acceptèrent. Au cours des 6 heures qui ont suivi, Thorne leur a expliqué l'opération dans les moindres détails. Il a décrit la disposition du complexe, les mouvements des combattants ennemis, les pleurs des enfants dans l'obscurité. Il a expliqué le processus décisionnel qui l'avait conduit à prendre des otages plutôt qu'à abandonner la mission. Il leur a décrit l'embuscade, la position des ennemis, la précision de leur champ de tir. Ce n'était pas un engagement chanceux. C'était une zone de tir planifiée. Les enquêteurs ont recoupé son récit avec d'anciens registres de communication, des images satellites et les témoignages des membres survivants de l'équipe qui avaient été interrogés séparément au fil des ans. Des schémas se sont dégagés. Les incohérences dans le rapport officiel sont devenues plus difficiles à ignorer. L'ordre d'abandon était arrivé 47 minutes avant que l'équipe ne rencontre les otages, mais le calendrier ne permettait pas un tel écart, à moins que le centre de commandement n'ait été au courant de la présence des otages bien avant l'équipe. Les interceptions radio ont révélé des interruptions de communication à des intervalles qui suggéraient une gestion délibérée des signaux plutôt qu'une défaillance technique, et la position de l'ennemi au point de filtration correspondait à un itinéraire qui avait été discuté lors d'un briefing avant la mission. Des informations qui n'auraient jamais dû quitter les canaux sécurisés. Au début, l'affaire a été discrètement médiatisée. Un média militaire a rapporté que l'amiral Blackwood avait été suspendu de ses fonctions dans l'attente d'un examen interne. Aucun détail, aucune accusation, juste assez pour déclencher la machine à spéculation. En moins de 48 heures, la base annonçait un don substantiel au programme artistique du lycée West Haven, un geste présenté comme une action communautaire, mais compris par tous ceux qui y prêtaient attention comme une forme de pénitence. Lana retourna à l'école et tenta de faire profil bas. Cela ne fonctionna pas. Les autres élèves lui posaient des questions. Les professeurs la regardaient différemment. Elle passait ses heures libres dans la salle de musique, s'exerçant à jouer des gammes jusqu'à en avoir mal aux doigts, utilisant son violoncelle comme un ancrage contre la tempête. Thorne vivait ses journées avec la conscience aiguë d'un homme qui savait qu'il était devenu une cible. Il vérifiait les serrures, il changeait ses habitudes, il installait des caméras. Ses anciens réflexes lui revinrent facilement. Une mémoire musculaire qui ne s'était jamais vraiment estompée. Adriacia s'arrêta au chantier naval un soir avec un thermos de café et un sac de sandwich. Elle s'assit sur une caisse renversée et regarda Thorne travailler pendant un moment avant de parler. « Mon frère veut te rencontrer comme il se doit. Je veux dire, il a essayé une douzaine de fois de te retrouver au fil des ans. » Thorne ne leva pas les yeux de bloc moteur qu'il était en train de remonter. « Il ne me doit rien. Peut-être pas. Mais certains fantômes reviennent pour que nous puissions comprendre pourquoi nous avons survécu. » Thorne posa sa clé et la regarda enfin dans les yeux. « Je ne suis pas un fantôme. Je suis juste un type qui a pris une décision et qui a eu de la chance. » Adria sourit tristement, compréhensive. « Non, tu es un type qui a pris une décision et qui en a porté le poids pendant 16 ans. Ce n'est pas de la chance. C'est autre chose. » Elle laissa le thermos et rentra chez elle. Thorne but son café lentement, regardant le soleil se coucher sur le port,
et se demanda si le poids allait enfin s'alléger. Ils arrivèrent un samedi matin. Deux hommes, tous deux quinquagénaires, se déplaçant avec la prudence de ceux qui ont appris à naviguer dans le monde avec un corps qui ne fonctionne plus comme avant. Weston avait une prothèse en fibre de carbone à la place de sa jambe gauche. Archer se déplaçait avec la légère boiterie de quelqu'un dont la colonne vertébrale est fusionnée. Il se tenait au bord du chantier naval, juste à l'extérieur de la clôture, et attendait. Thorne les aperçut depuis la fenêtre du bureau et sut immédiatement qui ils étaient. Il sortit lentement, s'essuyant les mains sur un chiffon, et s'arrêta à quelques mètres. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Weston sourit, un sourire qui traduisait 16 ans de chagrin, de soulagement et de fraternité, et dit « Ghost, espèce de salaud têtu, tu es vraiment vivant. » Ils se serrèrent la main en silence. Des hommes comme eux n'avaient pas besoin de mots pour cela. Les retrouvailles étaient à la fois joyeuses et tristes. Un étrange mélange d'émotions impossibles à séparer clairement. Ils parlèrent pendant des heures, pas de la mission, pas au début. Ils parlèrent des années qui suivirent la démobilisation médicale de Weston, de sa lutte contre les analgésiques, du mariage qui ne survécut pas, de la transition d'Archer vers le travail contractuel, des cauchemars qui revenaient encore certaines nuits, du petit enfant qui venait d'apprendre à marcher. Ils parlèrent de Riley, Donovan et Kramer, ces hommes qui n'avaient pas pu vieillir, dont les familles n'avaient pas ces à croire que leurs proches étaient morts à cause d'un mauvais commandement et de décisions imprudentes. Ils méritent mieux que ça, dit Weston doucement. Leur famille, je veux dire, elles méritent de connaître la vérité. Archer acquiesça. Nous le méritons tous. Cet après-midi-là, le commandant Sable arriva avec des nouvelles. L'enquête avait mis au jour des communications qui plaçaient Rhea Blackwood au centre de l'échec des services de renseignement. Elle savait que le complexe était sous surveillance plus étroite que ne le suggérait le briefing initial. Elle savait que la voie d'exfiltration avait été compromise, mais elle avait pris la décision calculée de poursuivre malgré tout, pariant que la capture réussie de cette cible de grande valeur l'emporterait sur les risques. Lorsque la mission a mal tourné et que des hommes sont morts, elle a façonné le récit pour se protéger et protéger sa carrière. C'était un pari froid et ambitieux qui avait fonctionné pendant 16 ans. Lana rentra chez elle après sa répétition d'orchestre et trouva son père assis à la table de la cuisine avec deux inconnus et un officier de marine. Elle posa son étui à violoncelle et écouta leur explication. Son regard passa d'un homme à l'autre, observant leurs cicatrices, leur fatigue, le lien tacite qui les unissait. Lorsqu'ils eurent terminé, elle posa la seule question qui lui importait. « Est-ce que ça va faire mal, papa? » Weston regarda Thorne puis Lana. « Non, ma chérie, ça va l'aider. » Thorne n'en était pas si sûr. Il avait construit 16 ans de paix sur le fondement du silence. Remuer le passé signifiait risquer tout ce qu'il avait construit. Mais Lana le surprit. Elle s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, et dit « Tu devrais aller à Washington. Je veux dire, quand ils te demanderont de témoigner ou quoi que ce soit, tu devrais y aller. » Thorne scruta le visage de sa fille à la recherche d'un signe de doute. Il n'en trouva aucun. « Tout ira bien ici. Je m'en sortirai très bien. Drea a dit qu'elle passerait de me voir. Et puis, j'ai un concert la semaine prochaine. Quelqu'un doit tenir le fort. » Elle sourit. C'était un petit sourire, mais il était sincère. « Va jusqu'au bout, papa. Pour eux. Pour toi. » Thorne sentit quelque chose bouger légèrement dans sa poitrine. Il regarda Weston et Archer, ces hommes qui avaient traversé le feu avec lui, et hocha la tête. Ils passèrent la soirée à faire des plans. Adrasia accepta de gérer le chantier naval pendant l'absence de Thorne. Sable coordonna la logistique avec le bureau de l'IG, et Lana répéta son adagio, les notes s'élevant dans la petite maison comme une prière. Avant de se coucher, Thorne lui enseigna la technique de respiration carrée qu'il avait apprise lors de la sélection. Comptez jusqu'à 4, retenez votre souffle pendant 4 secondes. Comptez jusqu'à 4, retenez votre souffle pendant 4 secondes. C'est pour quand votre cœur bat la chamade et que vous avez besoin de ralentir tout, dit-il. Ça marche pour le combat. Ça marche pour les concerts. Ça marche pour la vie. Lana l'essaya, sa respiration se stabilisa, ses épaules s'abaissèrent. Est-ce que ça marche pour les conversations effrayantes à Washington? Thorne sourit. On va le découvrir. L'appel téléphonique arriva à 2 heures du matin. Numéro inconnu. Thorne répondit quand même.
La voix à l'autre bout du fil était déformée, mécanique, méconnaissable. Le message était clair. Lâche ça. Va-t'en. Tu as un enfant à qui penser. Thorne raccrocha sans répondre. Il ne dormit pas de la nuit. Au lieu de cela, il s'assit dans la cuisine avec une tasse de café et un bloc-notes, réfléchissant aux imprévus, à l'évaluation des menaces, aux protocoles de réponse, aux itinéraires d'évacuation. Son ancienne formation lui revint comme le vélo, et il détestait à quel point cela lui semblait naturel. Le matin, Lana le trouva à table, le bloc-notes couvert de schémas et de notes sténographiques qu'elle ne comprenait pas. Elle se servit un verre de jus de fruits et s'assit en face de lui. Mauvaise nuit, nuit compliquée. Elle n'insista pas. Ils prirent leur petit déjeuner dans un silence confortable, celui qui ne vient qu'après des années passées à apprendre à connaître le rythme de l'autre. Plus tard, elle passa l'après-midi dans la salle de musique de l'école, travaillant la partie culminante de l'adagio. C'était la partie la plus difficile, celle où l'émotion atteignait son apogée et menaçait de submerger la technique. Elle perdait sans cesse le fil, sa pression intestinale était irrégulière, sa voix tremblante. Thorne arriva au milieu de sa séance d'entraînement. Il s'assit au dernier rang de l'auditorium vide et écouta. Lorsqu'elle eut terminé et leva les yeux, frustré, il descendit sur scène. « Tu réfléchis trop, lui dit-il. Que veux-tu dire? Les notes sont justes, la technique est solide, mais tu es dans ta tête. » Au lieu de faire confiance à tes mains, il lui montra à nouveau la technique de respiration carrée. Avant la partie difficile, respire, 444. Laisse ton corps se souvenir de ce qu'il sait. Lana essaya. Cette fois, lorsqu'elle atteignit le point culminant, son archet bougea avec des coups nets et assurés. Le son emplit la pièce, douloureux et parfait. Thorne sourit. Voilà. Ils s'assirent ensuite au bord de la scène, les jambes pendantes. Lana appuya sa tête sur l'épaule de son père. « As-tu peur de Washington? » Thorne réfléchit attentivement à la question. « J'ai peur de prendre la mauvaise décision et que d'autres en paient le prix. C'est ça qui est difficile. Mais tu as pris la bonne décision. Tu as sauvé ces enfants. Oui, mais j'ai aussi perdu 3 hommes. Et même si ma décision était la bonne, je continue de penser à eux. » Lana resta silencieuse pendant un moment. Puis elle dit, « Je pense que c'est ça qui fait que c'était de la bonne décision, le fait que tu continues de penser à eux. » Thorne se tourna vers sa fille, cette adolescente de 16 ans, incroyablement sage, qui savait d'une manière ou d'une autre trouver les mots qu'il avait besoin d'entendre. « Quand es-tu devenue si intelligente? » « J'ai eu un très bon professeur. » Ce soir-là, Thorne prépara un petit sac, une chemise propre, un pantalon de costume, le drapeau plié dans un étui en tissu séparé. Il posa un sac de survie près de la porte, au cas où. Des provisions pour une évacuation rapide si les choses tournaient mal. Il ne pensait pas en avoir besoin, mais il avait appris depuis longtemps que ce sont les choses auxquelles on ne se prépare pas qui nous tuent. Lana le serra dans ses bras avant de se coucher, un peu plus longtemps que d'habitude. « Reviens, dit-elle. » Je reviens toujours. La salle d'audience du Pentagone était plus petite que Thorne ne l'avait imaginé. Des boiseries, des drapeaux, une longue table de conférence avec des microphones. Weston et Archer étaient assis à sa gauche. De l'autre côté de la pièce, des représentants du NCIS, du JAG et du bureau du secrétaire à la marine rangeaient des dossiers et des tablettes. Les lumières au plafond baignaient la pièce d'une lumière fluorescente crue. La procédure débuta par les formalités, les serments et le jargon procédural qui donnaient des démangeaisons à Thorne. Puis les questions commencèrent. Ils le guidèrent pas à pas à travers Damas, du briefing préalable à l'extraction finale. Il répondit à chacune d'elles avec une précision clinique, sans émotion, en exposant les faits tels quels. Les enquêteurs présentèrent des registres de communication montrant que RIA était au courant de la compromission des renseignements. Ils montrèrent des images satellites confirmant que les positions ennemies ne correspondaient pas à celles indiquées dans le briefing. Ils présentèrent les témoignages d'analystes des signaux qui avaient signalé des irrégularités dans la chaîne de commandement cette nuit-là. Au bout de 3 heures, ils annoncèrent une pause. Thorne sortit et trouva le commandant Sable qui l'attendait avec une bouteille d'eau et une mise à jour discrète. Tout se passe bien. Les preuves sont solides. Ils vont recommander l'exonération totale de l'équipe et un examen officiel de la conduite de Blackwood. Thorne acquiesça. Il se sentait étrangement engourdi,
comme si le poids qu'il portait depuis 16 ans se levait si lentement qu'il ne pouvait pas vraiment assimiler son absence. Lorsqu'ils se sont réunis à nouveau, le secrétaire à la marine a fait une brève déclaration. Il a reconnu les échecs qui avaient causé la mort de bons hommes et terni leur réputation. Il a annoncé que les dossiers officiels seraient corrigés. Riley, Donovan et Kramer recevraient à titre posthume la Navy Cross. Weston et Archer verraient les tâches effacées de leur dossier militaire, et Thomas Everett, nom de code Iron Ghost, serait reconnu pour ses actions conformes aux plus hautes traditions du service naval. Les familles étaient présentes. La mère de Riley, les cheveux ébouriffés et en larmes, le frère de Donovan, tenant la main de son neveu, la veuve de Kramer. Son visage était le reflet du chagrin et du soulagement. Ils reçurent les drapeaux pliés, les médailles, les excuses qui ne seraient jamais suffisantes, mais qui leur furent tout de même présentées. Puis Lana entra dans la pièce avec son violoncelle. Personne n'avait annoncé cette partie. Elle avait demandé la permission à Sable, et Sable, comprenant que certains moments nécessitaient plus que des mots, avait discrètement organisé cela. Lana s'assit, ajusta le violoncelle entre ses genoux et commença à jouer l'adagio. La pièce fut plongée dans un silence absolu. Les notes se déplaçaient dans l'espace comme des êtres vivants, trouvant le chagrin, l'honneur et l'amour qui unissaient ces personnes brisées. Lorsqu'elle a terminé, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement le silence. Le genre de silence qui contient tout. Thorne s'approcha du micro pour la première fois. Il prononça 4 phrases, d'une voix ferme mais brute. L'honneur revient à ceux qui ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont pris les bonnes décisions. Ils en ont payé le prix. Nous sommes ici pour nous assurer que les gens s'en souviennent. Après cela, il y eut des poignées de main, des mots chuchotés, le genre de geste qui tente de combler l'incomblable. Thorne se retrouva à serrer dans ses bras la mère de Riley, qui sanglotait contre son épaule en murmurant « Merci », encore et encore. Il a serré dans ses bras le frère de Donovan, qui avait 7 ans la dernière fois qu'il avait vu son frère vivant. Il s'est tenu aux côtés de la veuve de Kramer et a regardé la médaille qu'elle avait attendue 16 ans pour recevoir. Weston lui a tapé dans le dos. Archer lui a serré l'épaule et Lana se tenait à côté. Cello, le violoncelle posé, regardait son père redevenir entier d'une manière qu'elle n'avait pas comprise auparavant. Rhea Blackwood quitta la salle de conférence adjacente 40 minutes après la fin de la cérémonie principale. Elle était exactement comme dans le hangar 4, posée, en forme, impeccable, en uniforme. Mais la presse qui l'attendait dehors racontait une autre histoire. Les caméras suivaient ses mouvements. Les journalistes lui criaient des questions auxquelles elle ne répondait pas. Le soir venu, la déclaration officielle serait publiée. L'amiral Blackwood était suspendu de ses fonctions, dans l'attente d'une enquête approfondie sur les décisions de commandement liées à l'opération Damas. À l'intérieur, le couloir se vida lentement. Thorne fut l'un des derniers à partir. Il passa devant les portraits des anciens dirigeants de la marine, des hommes et des femmes qui avaient pris des décisions impossibles et en avaient assumé les conséquences. Il était presque arrivé à la sortie lorsqu'il la vit. Rhea se tenait près d'un couloir latéral, flanqué de 2 avocats de la marine, mais momentanément seuls. Leurs regards se croisèrent longuement. Aucun des deux ne bougea. Puis Thorne fit quelque chose qui le surprit lui-même. Il s'arrêta, se mit au garde-à-vous et fit un salut. Ce n'était ni une moquerie, ni un acte de défi. C'était une reconnaissance. Une déclaration selon laquelle, malgré tout, l'uniforme avait encore un sens et la chaîne de commandement avait encore du poids, même lorsque des individus y manquaient. Le visage de Rhea refléta quelque chose qu'il ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. Puis, presque contre son gré, elle lui rendit son salut. Le geste était raide, réticent, mais il était là. Lorsqu'elle baissa la main, Thorne prit de la parole, sa voix portant juste assez loin. Parfois, le courage consiste à rester silencieux. Mais aujourd'hui, le courage consistait à dire la vérité. Rhea soutint son regard pendant 3 secondes supplémentaires. Puis elle se retourna et s'éloigna. Ses avocats se resserrèrent autour d'elle. Thorne continua à l'extérieur où Lana et Sable attendaient près d'une berline gouvernementale. Le trajet de retour vers West Haven dura 6 heures. Ils s'arrêtèrent une fois pour faire le plein et prendre un café. Lana dormit sur la banquette arrière pendant la majeure partie du trajet. Son violoncelle était bien calé à côté d'elle. Thorne conduisit en silence, regardant le paysage passer des bâtiments fédéraux aux banlieues,
puis aux grandes étendues d'autoroute qui menaient finalement à la maison. Lorsqu'ils arrivèrent au chantier naval, le soleil se couchait. Adraya leur fit signe depuis le porche du bureau. Les lumières de l'atelier étaient allumées. Tout était exactement comme ils l'avaient laissé. Lana s'est réveillée et a bâillé. « On est arrivé? On est arrivé! » Ils sont sortis de la voiture, se sont étirés et sont restés un moment debout dans la lumière déclinante. Quelque part à Washington, des avocats rédigeaient un communiqué officiel. Quelque part à West Haven, le directeur Finch organisait une conférence de presse pour annoncer que le programme artistique avait été sauvé. Et quelque part, au fond des archives classifiées, 3 noms étaient déplacés d'une colonne à l'autre. La honte faisait place à l'honneur, avec 16 ans de retard, mais pas trop tard pour que cela ait de l'importance. Thorne regarda sa fille. Elle le regarda en retour et lui sourit. « Tu as bien fait, papa. Toi aussi. » Ils entrèrent ensemble, père et fille, et fermèrent la porte sur le jour le plus difficile de leur vie. 3 semaines plus tard, le chantier naval retrouva son rythme habituel. Le soleil de l'après-midi traversait les interstices des murs des hangars, illuminant les grains de poussière qui flottaient comme de la neige dans l'air immobile. L'odeur du sel et de l'huile de moteur était constante, réconfortante par sa fiabilité. Lana était assise sur une caisse près du bord de l'eau, jouant quelque chose de nouveau. Ce n'était plus l'adagio, mais un morceau plus léger, quelque chose dont les notes étaient empreintes d'espoir. Weston et Archer étaient venus en voiture pour le week-end. Ils étaient assis à une table de fortune construite à partir de tréteaux et de contreplaqués, buvant de la bière dans des bouteilles qui transpiraient sous la chaleur de juin. La pièce de Damas reposait à côté du drapeau plié. Des objets qui avaient été cachés pendant si longtemps reposaient désormais à la vue de tous. On frappa à la porte. Thorne leva les yeux, se raidit un instant par habitude, puis se détendit lorsqu'il vit qui c'était. Un homme d'une trentaine d'années, grand et buriné par le soleil, se tenait à côté d'une femme et de 3 jeunes adultes, le frère d'Adrea, et derrière lui les autres otages de cette nuit-là, qui n'étaient plus des enfants, mais qui portaient le souvenir de la terreur de leur enfance dans les rides autour de leurs yeux. Ils ne dirent pas grand-chose au début. Le frère s'avança, tendit la main, et, lorsque Thorne la serra, il l'attira dans une étreinte qui dura suffisamment longtemps pour exprimer tout ce que les mots ne pouvaient dire. La femme, qui avait 9 ans lorsque Thorne l'avait portée sur 11 kilomètres à travers un territoire hostile, pleura silencieusement. L'un des jeunes hommes, qui avait 6 ans à l'époque, resta debout et le regarda comme s'il voyait un mythe incarné. Ils restèrent 1 heure. Ils le remercièrent, bien que Thorne insista pour dire qu'il n'y avait pas de quoi. Ils rencontrèrent Lana, qui était à la fois gracieuse et timide. Ils se tinrent au bord de l'eau et regardèrent les bateaux entrer et sortir du port, tandis que le soleil descendait vers l'horizon. Avant de partir, le frère glissa quelque chose dans la main de Thorne. Une photo froissée et décolorée, sur laquelle figuraient 4 visages, dont 3 enfants. L'un d'eux était un jeune homme en treillis dont les traits étaient à peine visibles dans l'obscurité, mais dont la présence était indéniable. « Nous n'avons jamais oublié », dit simplement le frère. Après leur départ, le commandant Sable arriva en civil, avec un pack de 6 bières et une question. « La marine veut savoir si vous envisageriez de revenir. En tant que consultant, formateur, quelque chose de discret. Vous avez toujours les compétences dont ils ont besoin. » Thorne secoua la tête, souriant pour la première fois depuis ce qui lui semblait être des semaines. « Je suis bien ici. Vous êtes sûr que vous pourriez faire beaucoup de bien? »« Je fais du bien. » Il fit un geste vers Lana, vers le chantier naval, vers la vie tranquille qu'il s'était construite. « C'est ici que je dois être. » Sable acquiesça, sans surprise. « Très bien. Mais si jamais tu changes d'avis, il y a des gens qui seraient heureux de te revoir. » Elle leva sa bière pour trinquer. Aux fantômes qui sont rentrés chez eux. Ils burent. Le soleil finit par disparaître derrière le port, transformant l'eau en or, puis en cuivre, puis en obscurité. Lana termina son morceau et posa son violoncelle. Elle vint se placer à côté de son père, épaule contre épaule, regardant le même horizon. « Tu crois qu'elle s'excusera un jour? »« Blackwood, je veux dire. » Thorne réfléchit. « Peut-être, mais je n'en ai pas besoin. La vérité a été révélée. Ça suffit. » À Washington, Raya Blackwood était assise dans un bureau calme, examinant ses options avec des avocats qui facturaient à l'heure. Son téléphone vibra une fois,
signalant un message qu'elle avait rédigé et supprimé une douzaine de fois avant de finalement l'envoyer. Il disait simplement « Merci ». Thorne vit le message lorsqu'il consulta son téléphone plus tard dans la soirée. Il le lut 2 fois, pensa à répondre, puis posa son téléphone et ne le fit pas. Certaines conversations n'avaient pas besoin de réponse. Le lendemain matin, Thorne se réveilla tôt et descendit vers le bord de mer. Les premières lueurs du jour apparaissaient à l'horizon, peignant tout d'une palette de gris et d'or. Il se tenait au bord de la jetée, les mains dans les poches, et pensait à Riley, Donovan et Kramer. Il pensa au poids du commandement, au coût des décisions, au prix du silence. Et pour la première fois en 16 ans, ce poids lui sembla plus léger. Il n'avait pas disparu. Il ne disparaîtrait jamais. Mais il était plus léger, plus supportable. Lana apparut à ses côtés, 2 tasses de café à la main. Elle lui entendit une sans un mot. Ils restèrent là, père et fille, à regarder les bateaux commencer leur lente procession vers le large. « Tu sais ce qu'il y a de mieux ?» demanda Lana. « Quoi donc? Tu n'as plus besoin d'être un fantôme. » Thorne sourit. Vraiment, il sourit, et il eut l'impression d'utiliser un muscle dont il avait oublié l'existence. Non, je suppose que non. Derrière eux, le chantier naval s'animait. Weston et Archer chargeaient du matériel dans le camion d'Archer, se préparant à retourner à leur vie. Adria arriva pour ouvrir le bureau. La ville commençait à se réveiller, ignorant le miracle discret qui s'était produit en son sein. Quelque part au loin, où une bouée à cloche sonnait au rythme de la marée. Lana leva son café en un toast moqueur à Iron Ghost. Qu'il repose en paix. Thorne fit tinter sa tasse contre la sienne. Et aux personnes qu'il peut être désormais. Ils burent. La lumière s'intensifia. L'eau passa du gris au bleu. Et Thomas Everett, père et mécanicien naval anciennement connu sous le nom d'Iron Ghost, se tenait au bord du port de West Haven et se sentait, pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, comme un homme qui était enfin rentré chez lui.